Les signes cliniques. Comprendre. Le symptôme, définition. En psychopathologie, le symptôme est un phénomène qui, d'une part, révèle l'état pathologique d'une personne et qui, d'autre part, représente la manifestation d'un trouble psychique tel qu'elle la vit subjectivement. Donc, tel que la personne vit subjectivement son trouble psychique, d'après le symptôme. Les symptômes sont différents des signes cliniques qui sont des manifestations objectives de la maladie, relevées par le médecin. Le sens du symptôme. Pour la psychanalyse, le symptôme représente une tentative de guérison. C'est un compromis entre le désir et la défense. Le symptôme exprime donc à la fois un conflit psychique et une tentative de construire une solution, même si celle-ci est malheureuse. Le mécanisme à l'œuvre dans le symptôme. Donc le mécanisme à l'œuvre dans le symptôme. Quand une représentation pulsionnelle tombe sous le coup d'un interdit interne, elle est refoulée dans l'inconscient par le phénomène de censure, opéré par le moi. Surmoi. Donc quand une représentation pulsionnelle tombe sous le coup d'un interdit interne, elle est refoulée dans l'inconscient par le phénomène de censure opéré par le surmoi. Cependant, elle n'est pas éliminée complètement. Donc la représentation n'est pas éliminée complètement. Les éléments refoulés vont tenter de revenir à la surface et de se manifester d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. Ce qui est refoulé peut utiliser plusieurs artifices pour déjouer la censure du surmoi. Le rêve, les lapsus, les oublis et les actes manqués, ou encore le symptôme. En quelque sorte, le symptôme constitue une forme de déguisement de la représentation refoulée, celle-ci étant rendue alors acceptable pour la conscience, le moi. Le symptôme est alors une forme de compromis entre les désirs, le ça, et les interdits, le surmoi. Le symptôme apparaît quand les mécanismes de défense ne suffisent plus à contenir l'angoisse. Toute l'économie psychique du sujet se fige alors autour de ceci. Ce mécanisme explique la capacité de résistance de certains symptômes, ceci étant fondamentalement utile à l'équilibre du sujet. Face aux symptômes, le soignant devra donc toujours s'interroger sur la manière dont celui-ci s'inscrit dans l'histoire de la personne. Donc je reprends juste la phrase d'avant, le petit paragraphe d'avant. Ce qui est refoulé peut utiliser plusieurs artifices pour déjouer la censure du surmoi. Le rêve, les lapsus, les oublis et les actes manqués, ou encore le symptôme. En quelque sorte, le symptôme constitue une forme de déguisement de la représentation refoulée, celle-ci étant rendue alors acceptable pour la conscience. Le symptôme est donc une forme de compromis entre les désirs et les interdits. Il apparaît quand les mécanismes de défense ne suffisent plus à contenir l'angoisse. Toute l'économie psychique du sujet se fige alors autour de ceci. Donc l'économie psychique du sujet se fige alors autour des mécanismes de défense. Les bénéfices du symptôme. Alors les bénéfices du symptôme, d'abord les bénéfices primaires, ensuite les bénéfices secondaires. Donc les bénéfices primaires, l'apparition du symptôme déclenche de façon immédiate une décharge pulsionnelle qui entraîne elle-même une diminution du conflit interne. C'est ce qu'on appelle le bénéfice primaire du symptôme. Exemple, Daniel est aide-soignant. De façon générale, il aime que les choses soient rangées et propres, ce qui constitue une qualité dans sa profession. Il remarque cependant que lorsqu'il est mis sous pression par la quantité de travail à accomplir, il a tendance à s'activer et son activité de prédilection est de faire une désinfection complète des plans de travail de la pharmacie.
Certains jours, il peut recommencer cette action 3 ou 4 fois d'affilée. Quand ses collègues repèrent son manège, ils sourient et lui disent « Ça y est, tu es reparti dans le nettoyage ?» Daniel ne répond pas. Nettoyer lui fait du bien, entre guillemets, car il se sent moins sous pression ensuite. En nettoyant, Daniel ressent une diminution de la pression interne qui l'habite. C'est le bénéfice primaire de son symptôme d'allure obsessionnelle, qui s'apparente ici à un mécanisme de défense, entre parenthèses, activisme. Le modèle analytique suggère que le symptôme permettrait l'expression d'un désir inconscient de façon déguisée, constituant une sorte de métaphore. C'est la raison pour laquelle il serait vain et nuisible pour la personne de chercher à la débarrasser à tout prix de son symptôme. Il lui est utile pour maintenir un équilibre psychique malheureux. Donc, le modèle analytique suggère que le symptôme permettrait l'expression d'un désir inconscient de façon déguisée, constituant une sorte de métaphore. C'est la raison pour laquelle il serait vain et nuisible pour la personne de chercher à la débarrasser à tout prix de son symptôme. Le symptôme lui est utile pour maintenir un équilibre psychique, même si cet équilibre psychique est malheureux. Ensuite, les bénéfices secondaires. La personne peut également tirer un bénéfice secondaire de son symptôme, en jouissant de l'attention déployée autour d'elle quand elle est malade. Entre parenthèses, assistance, attention, soutien. Exemple. Madame Lantier souffre d'une dépression chronique qui réapparaît de façon cyclique dans sa vie. Quand elle est malade, ses symptômes, fatigue, inhibition psychomotrice, tristesse, l'amènent à rester prostrée chez elle, se plaignant de ne plus être capable de faire quoi que ce soit. Son mari est entrepreneur et est souvent absent. Cependant, quand son épouse présente des symptômes amplifiés, il passe plus de temps à la maison, étant aux petits soins pour elle. Il lui fait sa toilette, prépare son repas, etc. Ses amis aussi viennent plus souvent la voir. Si les symptômes de Madame Lantier lui apportent un bénéfice primaire par la diminution du conflit psychique qui l'habite, elle en tire également un bénéfice secondaire par le surcroît d'attention dont elle est l'objet quand elle est malade. La personne malade a donc 2 bonnes raisons de s'accrocher à son symptôme et il serait vain d'essayer de l'en priver. En hospitalisation, quand ce phénomène est repéré chez une personne, il convient parallèlement au soutien donné de l'aider à réinvestir peu à peu d'autres espaces de la relation, dans lesquels elle pourra tirer bénéfice à terme. Donc la personne malade a donc 2 bonnes raisons de s'accrocher à son symptôme et il serait vain d'essayer de l'en priver. En hospitalisation, quand ce phénomène est repéré chez une personne, il convient, parallèlement au soutien donné, de l'aider à réinvestir peu à peu d'autres espaces de la relation, dans lesquels espaces elle pourra tirer bénéfice à terme. Exemple, Madame Lantier est hospitalisée, elle a tendance à reproduire dans le service les attitudes qu'elle avait à la maison, demandant à Josiane, l'aide-soignante qui s'occupe d'elle le matin, de la laver et de tout faire à sa place. Au départ, Josiane répond à sa demande et répond à son besoin également. Donc Josiane, au départ, répond à sa demande et à son besoin, tout en l'encourageant à participer aux activités sociothérapeutiques qui ont lieu dans le service. Madame Lantier commence par refuser, mais encouragée également par son psychiatre et par le reste de l'équipe soignante, elle finit par accepter. Peu à peu, elle noue des liens et tire des satisfactions de ce qu'elle fait. Les soins relationnels reçus et son traitement antidépresseur l'accompagnant dans sa remontée thymique.
Au fil des jours, Josiane diminue peu à peu l'aide qu'elle apporte à Madame Lantier lors de sa toilette, stimulant celle-ci avec une douceur ferme. Par ailleurs, le psychiatre rencontre le mari et lui explique qu'il serait bon pour son épouse, et pour lui-même également, qu'il dégage du temps afin de passer des bons moments avec elle. La maladie n'étant alors plus le seul facteur de rapprochement entre les deux époux. Conduite infirmière face aux symptômes. Il est important de ne pas chercher à débarrasser une personne de son symptôme, celui-ci représentant une protection contre un effondrement psychique. Toutefois, dans la prise en charge thérapeutique, il sera important de travailler sur deux fronts à la fois avec la personne malade. Donc toutefois, dans la prise en charge thérapeutique, il sera important de travailler sur les deux fronts à la fois avec la personne malade. Sur un travail de fond, par des entretiens pendant lesquels la personne va exprimer sa souffrance sous-jacente et travailler sur ce qui a provoqué la mise en place des défenses, et aider la personne à gérer son symptôme et les aspects limitants de celui-ci. La fonction d'alerte du symptôme chez l'enfant. Donc la fonction d'alerte du symptôme chez l'enfant. Le symptôme exprimé par l'enfant est à la fois le signe d'une souffrance qui souvent ne peut être dite verbalement et l'expression d'une difficulté. Donc le symptôme qui ne peut être dit verbalement est à la fois le signe d'une souffrance qui peut pas être dite verbalement donc et aussi l'expression d'une difficulté. La consultation en pédopsychiatrie est provoquée par un symptôme existant chez l'enfant, symptôme dont les parents, plus souvent que l'enfant, espèrent la disparition. C'est donc souvent lorsque le symptôme devient dérangeant ou inquiétant pour l'entourage et que ses possibilités d'y faire face sont dépassées que le recours aux spécialistes devient nécessaire. Dans ce cadre, la force avec laquelle se manifeste le symptôme n'est pas uniquement fonction de la gravité du trouble en lui-même, mais également fonction des capacités de tolérance de l'entourage à un moment donné. Il s'agit donc pour le soignant de considérer deux choses: les manifestations du trouble et le contexte dans lequel il s'inscrit. De la même manière, ce n'est pas seulement le caractère bruyant du trouble qui caractérise sa gravité. Un enfant insupportable pourra être simplement inquiet de l'arrivée d'un petit frère, alors qu'un enfant trop réservé et qui dort mal pourra présenter un syndrome dépressif qui, s'il perdure, risquera d'avoir des effets limitants sur son développement. Par ailleurs, il est important de considérer le fait que chez un enfant, les symptômes sont labiles, que les signes pathologiques sont d'évolution variable. Un changement de situation environnementale ou une prise en charge précoce et adaptée peuvent grandement influencer sur une symptomatologie a priori impressionnante. L'infirmier face aux symptômes de l'enfant. Donc l'infirmier face aux symptômes de l'enfant. L'éradication du symptôme et sa correction ne constituent pas une fin en soi. Au contraire, si le symptôme est expression, il importe de le considérer et de le replacer dans la dynamique de vie de l'enfant. Bien sûr, il peut parfois être souhaitable de modifier l'expression de ce symptôme ou d'en réduire l'acuité afin d'apaiser la situation, avant de prendre en compte la dynamique familiale. Globalement, l'intention soignante sera d'accompagner l'enfant vers un développement, une maturation, et de soutenir, voire de guider la famille dans ce sens. Points clés, les points clés à retenir. Pour la psychanalyse, le symptôme représente une tentative de guérison. C'est un compromis entre le désir et la défense. Quand les défenses restent mobilisées de manière prolongée, l'économie psychique du sujet se fige et le mécanisme de défense devient un symptôme.
Le symptôme représente alors le dernier rempart contre la désorganisation psychique. La personne tire des bénéfices primaires et secondaires de son symptôme. Les bénéfices primaires correspondent à la décharge pulsionnelle occasionnée par la mise en place du symptôme en lui-même, et les bénéfices secondaires correspondent à l'attention déployée autour de la personne à cause de sa maladie. Chez l'enfant, le symptôme est le signe d'une difficulté et d'une souffrance psychique qui n'arrive pas à être verbalisée. Il a une fonction d'alerte. Le symptôme est labile et d'évolution variable. Un changement de situation environnementale et ou une prise en charge précoce et adaptée peuvent grandement influencer sur une symptomatologie a priori impressionnante. L'infirmier doit toujours tenir compte de deux éléments: le type de symptômes qu'un enfant présente et le contexte dans lequel celui-ci s'inscrit. Donc le type de symptômes qu'un enfant présente et le contexte dans lequel celui-ci s'inscrit.